Nous avons d'abord les exonérations au profit des ménages et des entreprises. On peut citer les mesures d'exonération de la TVA à l'importation et en régime intérieur du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou revendus à l'état neuf et destinés à la mise en place d'une flotte de taxis dans les grandes villes. C'est déjà une mesure qui avait été votée il y a quelques années et qui est reconduite pour l'année 2021. Nous avons également une seconde mesure reconduite qui concerne le gaz domestique et ses accessoires qui demeurent exonérés des différents impôts et taxes au cordon douanier et en régime intérieur. Il en est de même de l'importation et de la vente des autobus, autocars et minibus de toute catégorie vendus à l'état neuf et destinés au transport en commun. Il y a quand même quelques entreprises qui continuent donc de profiter de ces mesures. C'est pour ça qu'elle a été reconduite. Il y a également les importations de camions et leur revente à l'état neuf pour faciliter donc le renouvellement du parc des camions dans le pays. Il y a une mesure qui est mise en place depuis déjà 2 ans et reconduite pour faciliter donc qui rentre dans le cadre du tourisme et qui devait permettre donc à ceux qui souhaitent visiter nos parcs à l'intérieur du pays de pouvoir le faire facilement avec leur avion privé. Et en principe, lorsque ces avions fréquentent un territoire, il faut payer les droits de douane et pour leur permettre de le faire assez facilement, donc des mesures d'exonération sont mises en place. Et cette année, on a connu une mesure nouvelle qui concerne l'exonération des motocyclettes électriques ou hybrides et leurs pièces détachées. Et de plus en plus, il y a des opérateurs économiques qui souhaitent importer au Bénin des motos hybrides ou électriques. Et pour encourager cela, puisque ça rentre également dans le cadre de la préservation de notre environnement, le législateur a décidé donc de dispenser les droits et taxes l'importation donc de ces engins. Abordons maintenant un second point qui est plus intéressant et qui vous concerne et qui concerne également les jeunes entrepreneurs. Il s'agit d'une mesure qui a été souhaitée depuis plusieurs années par les entrepreneurs et mise en œuvre par le gouvernement sous plusieurs formes. Et la loi de finances 2021 a mis en place maintenant, de mon point de vue, la forme la plus achevée de la mesure. Il s'agit de l'exonération de la patente et de la taxe professionnelle synthétique pendant les 12 premiers mois d'activité des entreprises. Ce qui avait été fait, c'était une exonération sur la première année d'activité. Et l'article 15 de la loi de finances 2012, je crois, définissait la première année d'activité comme étant la date, comme partant de la date de création de l'entreprise, ou plus précisément la date inscrite sur le registre de commerce de l'entreprise jusqu'au 31 décembre de la même année. Autrement dit, lorsque vous créez votre entreprise le 2 décembre, le 31 décembre, l'exonération est terminée. Si elle est créée le 24 décembre, l'exonération finit le 31 décembre et dès janvier, vous commencez par payer les impôts. Et ça a souvent été une critique de certains opérateurs qui pensaient que la première année devrait être 12 mois bien comptés. Donc la loi n'avait pas ainsi disposé, c'est seulement avec la loi de finances 2021 que la mesure a été reprise donc, et étendue sur les 12 premiers mois. Ça veut dire concrètement que si vous créez votre entreprise le 2 décembre
2021, l'exonération va prendre fin le 1er décembre 2022. Donc, ce sera 12 mois bien comptés. Donc, l'imposition sera établie à partir du premier jour du mois suivant l'écoulement des 12 mois. Et c'est valable en matière de patente, c'est valable en matière de taxes professionnelles synthétiques. Donc, ça, c'est une excellente mesure pour les entreprises et qui mérite d'être applaudie. Merci beaucoup. Je souhaite donc par rapport à cette mesure que les jeunes entrepreneurs se manifestent suffisamment et fassent leurs formalités pour pouvoir en profiter. Je voudrais, par rapport à cette mesure, parler rapidement d'une mesure d'accompagnement et de formalisation des entreprises qui consiste à ne pas réclamer les pénalités sur les entreprises qui souhaitent se formaliser. Mais on est allé plus loin, et ça depuis l'année dernière. De quoi s'agit-il concrètement? Vous avez créé votre entreprise. Pour une raison ou une autre, vous n'avez pas exercé d'activité. Peut-être qu'au lendemain de la création de l'entreprise, vous avez changé de statut et vous êtes devenu salarié. Vous avez fait cette aventure et vous revenez dans l'entrepreneuriat après quelques années. Généralement, quand vous revenez, vous décidez de vous formaliser, de reprendre les choses au niveau des services fiscaux. Et les services fiscaux vous opposent le fait que vous n'aviez pas signalé votre départ du système. Et on vous réclame les arriérés d'impôts supposés dus depuis la création de votre entreprise jusqu'à la date où vous revenez. Donc vous avez créé votre entreprise en 2010. Vous êtes allé en aventure quelque part et vous revenez en 2020. Les services vous disent on va calculer les arriérés ou au mieux sur les 3 dernières années qui sont les années non prescrites. Et là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas avancer. On a réglé cette difficulté depuis l'année dernière en demandant au service de considérer exclusivement votre déclaration sur l'honneur, puisque le système fiscal béninois est déclaratif. Si vous déclarez sur l'honneur n'avoir exercé aucune activité, on vous prend les acomptes d'impôts dus au titre de l'année en cours, de l'année où vous revenez. Et si vous demandez une attestation fiscale ou n'importe quel document, on vous facilite la vie et vous continuez vos activités. C'est seulement au cas où le service découvrirait que vous aviez exercé une activité et que vous ne l'avez pas vous-même déclaré, qu'ils vont vous demander de payer les impôts des années antérieures. Sinon, par principe, déclaration sur l'honneur, je n'ai rien fait, j'étais salarié, j'ai abandonné l'entreprise, vous continuez. C'est comme ça. Donc les services des impôts sont instruits et il existe une circulaire en la matière qui vous permet de régulariser votre situation. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup, monsieur. Bien, donc, en dehors de ça, nous allons aborder une autre mesure également de soutien aux entreprises et à la promotion de l'emploi. Il s'agit des allocations de stage. Jusque-là, beaucoup d'entreprises payent des allocations de stage, contrairement à ce qui se dit souvent. Les stages sont gratuits, c'est vrai, mais il y a quelques entreprises qui payent leurs stagiaires. Lorsque vous venez, vous faites un stage, on vous verse des allocations tout au moins pour votre déplacement. Et il se pose le problème donc de la fiscalisation de ces rémunérations. Par principe, toutes les rémunérations versées sont imposables. Donc les entreprises sont confrontées à cette difficulté parce que le stage permet aux jeunes étudiants ou à l'apprenti de venir apprendre dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, le législateur est plus clair sur la question
en défiscalisant totalement les allocations versées aux stagiaires sous certaines conditions. Il faut que le stagiaire soit âgé de moins de 30 ans. Il faut ensuite que l'allocation de stage versée ne dépasse pas 3 fois le SMIC et que le stage ne dure pas plus de 3 mois, enfin que le stage s'insère dans un programme réel, que ce soit un stage, que cela soit un stage obligatoire, matérialisé par une convention de l'université ou de l'école ou du centre de formation professionnelle, donc qui souhaite que le stagiaire fasse son stage. Donc, défiscaliser totalement, pas d'IRPP sur les salaires, pas de versement patronal sur les salaires au niveau de l'entrepreneur. Au nombre des mesures de soutien aux entreprises, on peut également citer l'allègement, les allègements en matière de droits d'enregistrement sur les actes de mutation d'immeubles. Lorsqu'il s'agit d'une société, d'une entreprise commerciale, pour être plus précis, d'une entreprise commerciale et qui procède à une mutation immobilière, les droits d'enregistrement ne sont dus que lorsque le montant de la transaction dépasse 50 millions. C'était 25 millions et nous avons augmenté le seuil et c'est passé à 50 millions. Jusqu'à 50 millions, l'entreprise qui procède à une mutation d'immeuble ne paiera pas de droits d'enregistrement. Ça, c'est fondamental, c'est important. Par le passé, pour n'importe quelle transaction immobilière, vous devez payer les droits d'enregistrement. Qu'il vous souvienne, on était à 8%. On a fait une parenthèse de gratuité pour permettre au grand nombre de formaliser les actes. Maintenant, les droits d'enregistrement sont revenus à 5%. Donc, l'entreprise est dispensée des 5% de droits d'enregistrement. Je rappelle qu'il existe la taxe de plus-value, mais lorsque c'est une entreprise qui procède à la cession également d'un immeuble, la taxe de plus-value n'est pas due parce que la plus-value est déjà intégrée dans ses résultats. Une autre mesure d'allègement concerne les amendes qu'il faut payer lorsque vous exercez un marché exonéré d'impôts et que vous êtes tenu de faire la formalité de certificat de crédit MP. Jusque-là, l'amende à payer en cas de retard est de 1 million et cette amende, le plafond était de 1 million, le plafond est réduit à 200 000. C'était une amende de 100 000 par mois ou fraction de mois de retard avec un plafond de 1 million. Désormais, c'est juste 20%, proportionnel de 20% avec un plafond de 200 000. Un cas concret, vous êtes ingénieur consultant, vous avez été recruté par l'agence d'alimentation en eau potable pour faire une étude. Les sommes qu'on vous paye en contrepartie de vos prestations bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire. Peut-être c'est le Fonds mondial, c'est la Banque mondiale ou autre. Et là, il est mis en place un mécanisme qui permet à l'État béninois de prendre en charge la fiscalité indirecte, notamment la TVA, par le biais d'un certificat de crédit MP. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez exécuté votre contrat et après, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour autant exonéré. Vous devez aller chercher un certificat de crédit MP à la Direction générale des impôts. Donc, la TVA que l'agence qui vous a attribué le marché devrait payer est prise en charge par l'État sous forme d'un certificat. Mais il faudra faire la formalité d'obtention du certificat à la DGI dans un délai de 6 mois. Donc, si vous êtes en retard, cette pénalité est applicable. Donc, c'est ceci qu'on a désarmé maintenant en passant à 20% avec un plafond de 200 000 pour permettre à tout le monde de chercher de remplir facilement la formalité. Venons-en maintenant à une mesure phare de la loi de finances 2021 également qui concerne les acomptes assis sur les bénéfices AIB. Au niveau de l'AIB, 2 mesures. Premièrement,
c'est le désarmement au niveau des sanctions. Quand vous ne collectez pas l'AIB, jusque-là, la charge est rejetée. Ensuite, vous payez l'AIB et vous payez une amende égale au montant de l'AIB. Mais pourquoi le législateur avait fait tout ceci? C'est simplement parce qu'il y a quelques mauvaises pratiques de certaines entreprises qui n'ont pas engagé de charges de prestation de services, mais en arrivent à monter des justifications de charges, juste gonfler les charges pour réduire le bénéfice. Et on a trouvé qu'il était important de sanctionner sévèrement ce type de comportement. Donc réintégrer la charge, demander le paiement de l'AIB et donc mettre une amende. Avec les réformes de modernisation que nous avons engagées, notamment la facture normalisée, on a un peu plus de transparence au niveau de certaines charges. Donc on a estimé qu'en conséquence, il ne faut pas demander aux entreprises de délivrer des factures normalisées et en même temps maintenir les sanctions lourdes qu'il y avait dans le système au moment où on n'avait pas la réforme des factures normalisées. Donc désarmement à ce niveau. Deuxièmement, nous avons des crédits d'AIB. Vous payez des AIB, on prend du temps pour les compenser et vous vous rappelez, il y a quelques difficultés dans la compensation des crédits d'AIB et maintenant nous avons commencé par mettre en place des mesures pour donc vous permettre de consommer vos crédits d'AIB. Mais pour ne pas accumuler, pour ne plus accumuler les crédits d'AIB, nous avons désormais mis en place un système de déclaration spontanée d'AIB à l'instar de la TVA. Vous avez subi une retenue d'AIB. Au lieu de faire un dossier à la DGI, de demander dans un délai la compensation, vous-même vous faites votre propre compensation en imputant les AIB que vous avez subis sur les AIB que vous avez éventuellement collectés et vous reverserez la différence d'AIB à l'État. Si d'aventure vous êtes dans un secteur où vous ne collectez pas d'AIB, vous déclarez le crédit et ce crédit va être reporté sur la déclaration suivante. Mais en tout état de cause, au 31 décembre, s'il subsiste un crédit, il est automatiquement imputé sur votre impôt sur les bénéfices, IS ou IRPP. Automatiquement, sans permission, sans autorisation, spontanément, vous imputez sur l'impôt à payer et vous dégagez le solde. Donc désormais, on a conçu un imprimé de déclaration qui est déjà en ligne pour ceux qui le font en ligne et qui peut être retiré et rempli par les entreprises. Donc, on peut vous montrer l'imprimé très rapidement si c'est possible là. Et vous allez voir un imprimé simple à remplir et vous donner les détails et le tout va se jouer. Quid de la situation des personnes qui avaient des AIB non compensés, des crédits d'AIB qui n'ont pas consommé jusque-là. On a mis en place un système de collecte et de déclaration de ces crédits sur la plateforme aib.impo.bj. Donc vous déclarez ces AIB, nous allons les traiter et bientôt mettre les crédits validés à la disposition des entreprises et définir ensemble avec vous les modalités de consommation donc, de ces crédits d'arriérés d'AIB. Ce qui est utile ici en matière de droits d'enregistrement, c'est les paiements différés des droits d'enregistrement. Vous savez que avec les gros projets que nous avons, il y a certaines entreprises qui demandent souvent à payer de façon différée les droits d'enregistrement. Par principe, dans tous les pays, les droits d'enregistrement sont des droits spontanés comme des droits douaniers où vous payez avant de faire la formalité. Mais dans certaines circonstances, les montants à payer sont très élevés et les entrepreneurs demandent à bénéficier d'un paiement fractionné. À titre exceptionnel, on demande au ministre de l'économie et des finances de comprendre la situation et de leur faciliter la vie.
Et nous avons intégré cette pratique-là dans la loi. Pour dire officiellement, dans la loi, il est inscrit que au cas où l'État serait parti au contrat et que le montant des droits d'enregistrement est élevé, l'entrepreneur peut demander donc un paiement différé. Il en est de même des règles de remboursement des droits d'enregistrement. Lorsque l'État résilie de façon unilatérale les contrats, la loi prévoit un remboursement, ce qui n'était pas possible il y a ce qui n'était pas possible jusque-là. J'en arrive au point 9, les règles de report déficitaire. Dans notre législation, les reports déficitaires sont imputables sur 3 ans. Nous passons de 3 à 5 ans. Il s'agit de quoi? Vous réalisez une perte au titre d'une année. Le traitement des pertes au plan comptable, ça c'est l'affaire des comptables, je ne rentre pas dans ce détail. Mais au plan fiscal, on considère que la perte que vous réalisez au titre d'une année peut être considérée comme une charge pour les autres années. C'est-à-dire vous réalisez une perte de 10 francs en N. Cette perte va être imputée sur éventuellement les bénéfices que vous réalisez en année N plus 1, N plus 2, N plus 3. 3 ans. Maintenant, c'est ce délai qu'on a prorogé à 5 ans. Parce que, en lien avec les dons faits à l'État par les entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, certaines entreprises ont dépensé énormément d'argent et le délai de 3 ans ne suffirait pas pour absorber éventuellement les pertes que pourraient générer ces dépenses exceptionnelles. Donc on a prorogé à 5 ans et concomitamment nous avons supprimé les reports déficitaires dont la gestion est assez difficile, non seulement pour l'administration mais aussi pour les entreprises, surtout qu'il s'agit donc de techniques fiscales assez complexes que les entreprises même ne maîtrisent pas. Donc on a estimé qu'il faut simplifier le système en faisant des choses qui avantagent tout le monde, donc reporter les déficits sur 5 ans au lieu de 3 ans. Une dernière mesure au niveau des mesures de soutien concerne la patente que nous appelons complémentaire, qui est payé par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, à l'occasion de l'exécution de certains travaux publics. Là aussi, parfois les montants sont élevés. Et on a estimé qu'il faut légiférer sur un paiement fractionné. Il y a également la prise en compte des provisions pour créances douteuses au niveau des banques. Au niveau des banques, la nouvelle loi a internalisé une directive de l'UEMOA sur la déduction des provisions pour créances douteuses lorsque ces provisions, lorsque les créances ont une durée de 5 ans au moins. Et bien entendu, c'est sous réserve du contrôle de l'administration. Les banques peuvent déduire ces provisions pour éviter que les résultats ne soient mauvais au niveau de ces banques. Respect des règles prudentielles, contrôle de l'administration des impôts, donc pour garantir la transparence de ces opérations. Une troisième mesure phare contenue dans la loi de finances, c'est la solution trouvée au problème de la facturation ou non de la TVA par les entreprises relevant du régime de la TPS. Tout le monde attendait cette mesure, c'est sûr, parce que nous avons enregistré beaucoup de plaintes sur cette question. La solution qui a été trouvée à travers la loi de finances, c'est de permettre à titre dérogatoire
aux entreprises relevant de la TPS d'indiquer clairement le montant de la TVA sur leurs factures lorsqu'il s'agit d'opérations réalisées avec l'État, les collectivités territoriales, les sociétés et offices d'État. Elles vont indiquer clairement la TVA et ces structures au moment du paiement procéderont à une retenue à la source de 100%. Je crois que... Merci. Ce problème est définitivement réglé. Les entreprises de la TPS pourront bien respirer. Alors, celles qui ne sont pas à la TPS, parfois se retrouvent dans une situation de crédit d'impôt parce que l'État procède à une retenue à la source de 40%. Si d'aventure l'entreprise a pour seul client l'État, à chaque occasion de facturation, l'État fera une retenue de 40%. Mais elle aurait payé la TVA à 100% en amont. Qu'on le veuille ou non, elle sera toujours en situation de crédit de TVA, dû à la retenue faite par l'État. La loi prévoit désormais que dans ces conditions, sur demande de l'entreprise, le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à prononcer une suspension de la retenue à la source pour lui permettre de faire l'imputation intégrale des TVA payés en amont. Mais cette mesure, bien entendu, ne peut pas s'appliquer aux entreprises de la TPS, puisque c'est à titre dérogatoire qu'elles vont mettre juste la TVA sur leur facture. Vous avez constaté avec moi que la loi de finances jusque-là comporte beaucoup plus de mesures d'allègement, de facilitation des formalités pour les entreprises. Et vous verrez que il n'y a pas eu de mesures d'armement du système ou de nouvelles mesures tendant à demander aux entreprises de payer plus d'impôts. Au contraire, ça permet de faciliter les choses et c'est le but de la deuxième mesure qui vise la modernisation de la législation fiscale. À ce titre, pour la première fois, nous avons intégré dans le Code général des impôts ce que nous appelons le rescrit fiscal. Dans les grands pays, il y a le rescrit fiscal. Pendant que la direction générale l'a mis dans le Code des impôts, la douane également l'a inséré dans le Code des douanes à travers la loi de finances 2021. De quoi s'agit-il? Vous êtes en face d'une situation de fait pour laquelle vous ne retrouvez pas la solution dans la législation. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez à l'administration, vous demandez officiellement sa position par rapport aux faits. Et l'administration vous répond dans un délai. Et vous gardez ce document qui s'oppose désormais à l'administration de sorte que aucun inspecteur ne peut revenir vous faire un redressement contraire à cette position de l'administration. Elle est valable jusqu'à ce que l'administration elle-même revienne sur la position. Mais elle n'est valable que pour les faits rapportés à l'administration et par rapport à la solution qu'elle vous a donnée. Il y a au quotidien suffisamment de faits et de problèmes que les entreprises rencontrent dont la solution ne se retrouve pas forcément dans le Code des impôts. Même dans les grands pays, il y en a. Tout n'est pas indiqué dans la loi. Vous allez vous retrouver dans des situations assez complexes et peut-être votre expert comptable vous donne un avis, un agent des impôts vous donne un avis contraire, l'avocat vous donne un troisième avis et vous êtes embarrassé. La simple chose, c'est de saisir l'administration par un rescrit où vous exposez strictement les faits et elle vous donne une réponse. La différence, c'est qu'en l'absence d'une disposition expresse dans la loi sur le rescrit,
les réponses que l'administration vous donne ne sont souvent pas encadrées et ne vous sécurisent pas. C'est la différence entre le rescrit et la situation dans laquelle on était. C'est-à-dire que le cadre de la réponse est bien tracé et la loi dit qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Et ça rentre dans le cadre de la sécurité juridique dont les entreprises doivent bénéficier de la part de l'administration fiscale. Donc ça, c'est une avancée majeure. Donc je souhaite que tout le monde en profite. Mesure pour faciliter également les relations avec les usagers, c'est désormais la version dématérialisée des systèmes, des machines de facturation certifiées. Jusque-là, on a des équipements qui sont achetés par les entreprises. À partir de février, nous mettrons sur le marché des versions dématérialisées, des systèmes dématérialisés pour faire la facture normalisée. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure dans les débats. Il y a également la dématérialisation des procédures au niveau des formalités de l'enregistrement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi des points de difficulté avec les entreprises où elles souhaitent que la formalité se déroule très vite. On a entamé, on a amorcé une procédure de dématérialisation et ça va continuer. Donc la loi a été modifiée en conséquence pour prévoir des attestations d'enregistrement au cas où on passerait très rapidement à un système dématérialisé de la formalité de l'enregistrement. Mais en attendant et dans les jours à venir, nous allons déconcentrer le service de l'enregistrement de sorte que si vous êtes à la direction des grandes entreprises, vos actes seront enregistrés à la DGE. Si vous êtes aux moyennes entreprises, vos actes, surtout les contrats, seront enregistrés auprès de votre service de base. Donc vous ne pouvez, on va vous éviter un peu comme on l'a fait pour la patente, d'aller payer les impôts, TVA et autres en ligne, payer la patente dans les CIP, payer les droits d'enregistrement dans un troisième service. Progressivement, nous mettons en place un interlocuteur fiscal unique où vous allez dans votre service, vous remplissez donc toutes les formalités en un seul lieu et ce serait donc pour la prospérité des affaires et pour l'amélioration des recettes fiscales. Je vous remercie.